Bien, bonjour, aujourd'hui il s'agit donc d'une première vidéo courte qui est consacrée au Proche et au Moyen-Orient. En TES, il s'agit d'étudier les tensions et les conflits qui traversent le Moyen-Orient depuis la fin de la Première Guerre mondiale, en terminale S depuis 1945. Bon. Pour autant, la présentation globale de la région va être la même pour tout le monde et je vous ai donc donné toute une série de cartes pour essayer de situer et puis envisager la complexité ethnique, religieuse notamment de la région, puisque bien sûr tout ça va concourir à faire du Moyen-Orient l'espace le plus conflictuel de la planète, d'où l'intérêt du chapitre. Avant aussi de commencer cette présentation, il faut bien avoir à l'esprit que le Moyen-Orient, c'est un endroit extrêmement complexe, qu'on est en terminale et qu'à partir de là, il s'agit parfois d'effleurer la complexité. Et naturellement, le chapitre n'a pas la prétention de faire un tour d'horizon extrêmement précis de tous les conflits qui traversent le Moyen-Orient. C'est un sujet sur lequel il faut éviter les certitudes et rester modeste. Alors, les cartes que je vous ai distribuées, donc la première c'est une carte géographique assez classique qui permet donc de situer le Proche et le Moyen-Orient. Bon, Proche-Orient, une partie plus à l'ouest de la partie plus globale qu'on va appeler le Moyen-Orient. En gros, on peut dire que de la Turquie jusqu'au nord, jusqu'au Yémen au sud, de l'Égypte à l'ouest jusqu'à l'Iran à l'est, voilà grosso modo la zone qu'on va pouvoir appeler Moyen-Orient. Si on la délimite ainsi, des pays comme le Pakistan et l'Afghanistan se trouvent à l'extérieur du Moyen-Orient et ce qu'on pourrait peut-être davantage appeler l'Asie centrale. Bon, pour autant, l'Afghanistan et à la marge le Pakistan vont néanmoins s'inviter dans notre étude, puisque par ricochet, un certain nombre de situations tendues ou conflictuelles en Afghanistan et au Pakistan pourront avoir des conséquences sur le Moyen-Orient, notamment après les attentats du 11 septembre 2001. Et notamment toute la question relative à Al-Qaïda. Cette zone qui s'étend, entendons bien là-dessus, de l'Égypte, incluse jusqu'à l'Iran, inclus de la Turquie jusqu'au Yémen, jusqu'au sud de la péninsule arabique, donc c'est une zone qui est quand même globalement marquée par l'aridité et trois vallées fertiles, le Tigre, l'Euphrate et le Nil. Pour ceux et celles qui se souviennent de leur entrée en 6e, il est probable que ces vallées fertiles ont été cartographiées en géographie. Voilà. Bon, donc, une zone marquée par l'aridité, dans laquelle la ressource en eau sera un élément qui va alimenter là aussi un certain nombre de tensions entre les populations, les États et les sociétés selon qu'elles vont capter ou non l'eau. Je prendrai par exemple l'exemple des barrages turcs sur le Tigre et l'Euphrate qui à un moment donné peuvent priver la Syrie ou l'Irak d'un certain nombre de ressources en eau et alimenter des tensions. On pourrait avoir la même chose sur les territoires israélo-palestiniens relativement au Jourdain ou bien avec le sud Liban et le fleuve, la rivière Litanie. Voilà, les questions d'accès aux ressources en eau, par exemple dans une zone particulièrement aride, créent des tensions évidemment. Une zone aride, mais surtout une diversité ethnique évidente, c'est l'objet de la troisième carte que je vous ai distribuée, ou fait parvenir. Il ne faut pas voir le Moyen-Orient comme une zone unifiée d'un point de vue ethnique, bien au contraire. Si le peuplement est majoritairement arabe, en Égypte, dans la péninsule arabique, en Irak,
en Syrie, il n'est pas exclusivement arabe. Vous avez une deuxième population importante, c'est bien sûr les Turcs. Les Turcs ne sont pas arabes. Vous avez les Perses à l'est, donc en Iran, qui sont évidemment la population majoritaire. Et puis vous avez les Juifs en Israël et les Kurdes qui, eux, n'ont pas d'État et qui sont dispersés sur l'État turc, en Turquie, en Syrie, en Irak et dans l'ouest de l'Iran. Donc voilà au moins 5 groupes ethniques, 5 peuples qui vont évidemment, compte tenu des tensions qui existent entre eux, qui vont contribuer à une forme de déstabilisation, bien sûr, de la région. On va noter au passage que le peuple kurde est le plus grand peuple en nombre privé d'État à l'échelle de la planète. Une grande majorité des Kurdes se trouvent en Turquie, mais bon, l'actualité récente a montré le rôle déterminant des Peshmerga kurdes dans le nord de l'Irak et des IPG en Syrie, mais les Kurdes se trouvent également à l'ouest de l'Iran. Donc 5 peuples. Donc on a une mosaïque comme ça ethnique évidente au Moyen-Orient. Pour autant, ça n'est pas nécessairement la mosaïque ethnique qui fait qu'il y a conflit. Il n'y a pas besoin, et c'est heureux, de pureté ethnique, d'homogénéité ethnique pour avoir une région stabilisée et pacifiée. Donc ce serait un raccourci que de dire que l'existence de 5 peuples différents est la cause des conflits qui traversent le Moyen-Orient. Cette mosaïque, elle n'est pas que ethnique, elle est également religieuse. Alors là, vous avez toute une série de cartes que je vous ai proposées. Naturellement, la religion la plus dominante et pratiquée au Moyen-Orient, c'est l'islam. Maintenant, l'islam est quelque chose d'extrêmement désuni. L'immense majorité des musulmans sont sunnites. Donc c'est respecte ce qu'on appelle la sunna, la tradition, et mais une minorité qui a suivi le gendre de Mahomet, Ali, au 7e siècle, et chiites, al-Shia, les chiites. Les Perses en Iran sont chiites. Et on va retrouver des minorités chiites importantes en Syrie, par exemple, ou une immense majorité même en Irak. Le Moyen-Orient va concentrer donc la fragmentation du monde musulman, puisque c'est effectivement à cet endroit-là que la différence entre sunnites et chiites est la plus évidente. Les chiites sont relativement peu dispersés ailleurs dans le monde musulman. Alors le monde musulman, c'est pareil, il ne faut pas l'imaginer uniquement centré sur le Moyen-Orient, puisque le monde musulman s'étale depuis Dakar au Sénégal jusqu'en Indonésie. Et donc le Moyen-Orient n'est qu'une région du monde musulman. Le monde musulman n'est pas non plus seulement un monde arabo-musulman. Les Turcs ne sont pas arabes, mais sont musulmans, enfin, majoritairement. Donc ça, c'est le premier aspect. Bon, il ne faut pas non plus voir le sunnisme comme quelque chose d'extrêmement homogène non plus. Il y a énormément de sous-groupes à l'intérieur du sunnisme, de la même façon qu'il y a énormément de sous-groupes à l'intérieur du chiisme. Donc, vous avez une carte qui vous montre la diversité des formes de chiisme. Par exemple, les alaouites en Syrie sont chiites. Bon. Ce qui peut expliquer Bachar al-Assad est chiite et c'est un alaouite, et effectivement dans le conflit syrien il reçoit le soutien de l'Iran, donc c'est des liens comme ça religieux qui favorisent bien sûr ce type de relations privilégiées. Le Moyen-Orient est le berceau des religions monothéistes, donc judaïsme, christianisme et l'islam sont 3 grandes religions du livre,
et monothéistes, et leur berceau, effectivement, c'est le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient n'est donc pas exclusivement musulman. Vous avez d'importantes minorités chrétiennes. Alors ces minorités chrétiennes, je vous ai donné une carte, vous avez par exemple l'Égypte, qui est un foyer important du christianisme, puisqu'il y a 8 millions de personnes qui sont chrétiennes en Égypte, ça représente à peu près 10% de la population. L'État où les chrétiens sont les plus importants au Moyen-Orient, c'est le Liban, puisque plus d'un tiers de la population est chrétienne. Et avec une large part d'entre elles catholiques, parce qu'il y a là aussi plusieurs formes de christianisme. Le christianisme n'est pas un bloc homogène lui non plus. Vous avez deux autres États qui présentent d'importantes minorités chrétiennes, c'est l'Irak et la Syrie. Ailleurs, c'est beaucoup plus modeste, mais on trouve aussi des minorités chrétiennes en Palestine et en Israël. Israël est un foyer juif, donc juif, c'est à la fois, c'est le même mot, un peuple juif. C'est aussi ce qui va caractériser le pratiquant du judaïsme. Mais vous pouvez tout à fait être juif sans être pratiquant. Donc il faut bien dissocier la chose. Pour autant, donc, vous avez une troisième religion monothéiste qui est extrêmement présente. Jérusalem va concentrer évidemment toute cette histoire religieuse puisqu'elle est le lieu saint de ces trois grandes religions monothéistes et successives. Et donc concentre de ce point de vue un certain nombre de difficultés. On y reviendra bien sûr, puisque c'est un endroit qui permet d'envisager les différentes tensions et les différents conflits qui traversent le Moyen-Orient. En termes de lieu saint, l'islam a, au-delà de Jérusalem, qui est la troisième ville sainte de l'islam après la Mecque et Médine, qui sont donc les lieux saints de l'islam sunnite, mais aussi chiite, de l'islam en général, mais qui sont les deux premiers lieux saints pour le sunnisme. L'islam chiite a développé un certain nombre d'autres lieux saints, notamment en Irak et en Iran, assez logiquement, et en Syrie aussi. Damas, de ce point de vue, est un lieu saint du chiisme. Voilà. Donc on a cette mosaïque religieuse qu'il faut bien avoir à l'esprit, mais là encore, tous les conflits ne résultent pas nécessairement d'une incapacité à vivre les religions sur les territoires concernés. Il y a de grands moments dans l'histoire de paix et de capacité à vivre la diversité religieuse. Donc une lecture purement religieuse des conflits contemporains, ce serait extrêmement réducteur. Je crois que pour poursuivre cette présentation, naturellement, on ne peut pas négliger la question donc, des ressources, donc, laquelle j'avais commencé avec l'eau. Il y a une autre ressource, ce sont bien sûr les hydrocarbures, le pétrole et le gaz, qui sont extrêmement présents et qui offrent au Moyen-Orient une centralité dans l'économie mondiale, compte tenu des besoins en énergie. Et là, pour le coup, les Occidentaux ont joué un rôle déterminant tout au long du XXe siècle dans l'exploitation de ces hydrocarbures, tandis qu'un certain nombre d'États en ont tiré une richesse et une puissance économique importante, qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, des petits Émirats du Golfe Persique. Donc le Golfe Persique, comme ça, est une région extrêmement convoitée par les Occidentaux, mais aussi par les Soviétiques, puis les Russes, qu'on retrouve comme des acteurs essentiels dans les conflits en cours aujourd'hui. Donc c'est parce qu'ils y ont des intérêts, et notamment des intérêts économiques et stratégiques. Je crois qu'il faut enfin, en termes de présentation du Moyen-Orient, revenir un peu sur l'histoire. C'est une histoire certes conflictuelle et qui remonte à longtemps, puisque après l'expansion des grands royaumes arabes et musulmans des 9e et
Xe siècle. On a un premier grand long moment de tension qui va être les croisades. Alors bien sûr, il ne s'agit pas en terminale de revenir sur les croisades successives, mais c'est pour montrer que ces conflits, ils ont de vieilles racines qui pour certaines n'ont pas été vraiment traitées, surmontées, etc. Et donc les croisades vont au XIe, XIIe, XIIIe siècle particulièrement contribuer à créer de fortes tensions, alors là pour le coup entre Occident et Orient, entre chrétiens et musulmans, mais les juifs vont être aussi pris à partie dans ces croisades, tandis que les Turcs vont arriver avec Saladin au XIIe siècle, la bataille de Hattin en 187. Donc voilà, il y a comme ça un monde musulman qui est désuni entre Turcs et Arabes, un monde occidental, chrétien qui va conserver comme ça quelques petits foyers de présence, les États latins d'Orient, etc. Donc on a une coexistence compliquée dès le Moyen-Âge. Et puis finalement ce sont les Turcs qui vont emporter le morceau, et avec un empereur, un sultan, Soliman, on appellera Soliman le Magnifique, qui va réussir à faire de l'Empire turc un immense empire, l'Empire ottoman, au XVIe siècle, et c'est un empire ottoman qui va pénétrer très fortement en Europe, qui va amener de l'Orient comme ça en Europe, notamment dans tout le sud-est de l'Europe, ce qu'on appelle les Balkans. Soliman le Magnifique contrôle la Méditerranée jusqu'à la bataille de Lépante. Il s'installe jusqu'à Budapest, il est aux portes de Vienne. Donc l'Empire ottoman va être un empire considérable qui va unifier tout ça, et par certains aspects en tout cas pacifier la région. Donc on a une histoire comme ça extrêmement complexe, avec aussi pour le coup des rancunes anciennes pour certains peuples ou certaines minorités religieuses, certains territoires. Et puis la Première Guerre mondiale va arriver un peu là-dessus. Elle va arriver sur un délitement entamé déjà depuis longtemps au sein de l'Empire ottoman, notamment au XIXe siècle. On voit comme ça une décadence progressive de l'Empire. Cet empire qui va être coupable du génocide des Arméniens en 1915, et dont la disparition en 1918 à la suite de sa défaite dans la Première Guerre mondiale, puisqu'il était allié de l'Allemagne, va redistribuer les cartes au Moyen-Orient, et c'est là que va donc commencer notre chapitre. Voilà. Donc, je m'arrête là. C'est la présentation avec, vous voyez, donc une mosaïque ethnique, politique, puisque c'est un espace extrêmement morcelé, avec des consciences nationales parfois non satisfaites ou parfois un peu artificielles. Il n'y a pas de grand État arabe, par exemple, au Moyen-Orient, mais j'y reviendrai, avec une grande mosaïque religieuse, mais aussi parfois une capacité à mélanger les religions. Alors il y a le Liban qui imposera par moment, mais qui est une mosaïque religieuse absolument incroyable. Donc il y a une dimension communautaire très forte. Une zone aride, pauvre en eau, mais riche en hydrocarbures. Une zone traversée par des conflits très anciens qui n'ont pas toujours été soldés. Voilà, donc le Moyen-Orient, un endroit complexe.